7h38, le Comité international olympique va donc tenir une session extraordinaire les 11 et 12 juillet prochains à Lausanne pour débattre de la question d'un double vote pour l'attribution des Jeux d'été de 2024 et 2028. Double vote qui garantirait aux deux villes encore en lice, soit Paris et Los Angeles, de gagner à tous les coups. Façon aussi pour le CIO de répondre à la pénurie de villes candidates auxquelles il est confronté. Est-ce à dire que le rêve olympique s'érode ? À l'heure où la question est débattue en Suisse aussi, avec la possible candidature de Sion pour les Jeux de 2026. Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin l'historien du sport Patrick Clastres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans nos studios de Lausanne jusqu'à 8h. Professeur à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. On va parler de cet olympisme qui peut-être suscite moins d'enthousiasme, en tout cas moins de candidatures. Mais peut-être ce paradoxe, parce que le président du CIO, Thomas Bach, l'a encore redit il y a peu de temps, le mouvement olympique n'a jamais affiché une telle santé financière, les droits TV sont sécurisés jusqu'en 2032, tout va bien dans le meilleur des mondes, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de candidatures. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe apparent ? Alors, il n'y a pas beaucoup de candidatures dans le monde occidental, c'est-à-dire dans les grandes démocraties. C'est tout à fait différent dans les pays autoritaires, où là, justement, les États misent sur les Jeux olympiques à des fins de soft power, comme on dit, mais même parfois de hard power. Et du côté des démocraties occidentales, il y a un décalage qui s'est produit depuis à peu près 3 décennies entre les sociétés qui virent vers d'autres sports aussi, et puis surtout qui ont des relations plus complexes avec le sport de très haut niveau, sport de compétition, et puis des opinions publiques aussi qui sont travaillées par toutes les questions de financement, validité de l'engagement de l'État, voilà. Et donc on est dans des démocraties, c'est soumis au vote, c'est référendum, et là effectivement le CIO est mis en difficulté. Qu'est-ce qui a changé au fond ? Est-ce que c'est l'olympisme ou est-ce que c'est ça, la réaction face à lui ? Bon, on sait que c'est invité aussi ces 30 ou 40 dernières années le marketing dans le mouvement olympique. Ça n'existait pas il y a encore 50 ans. Est-ce que c'est ça qui a changé la donne par rapport aux pays, on va dire, non autoritaires ? Donc, pour survivre en sortie de guerre froide, le CIO a finalement contractualisé avec les grands sponsors mondiaux, les grands médias. Ça lui a permis d'avoir une aisance financière qu'il capitalise jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement, il a vendu effectivement l'événement, c'est du marketing, et les populations ont été imprimées dans leur rétine, même. Le rôle de la télévision était considérable, mais le décalage aussi s'est joué avec des populations qui sont devenues mieux informées aussi. La presse sportive, la presse généraliste informe mieux des dessous de la réalité olympique, des institutions sportives internationales, qui sont des institutions finalement sans contrôle. Est-ce qu'il devient politiquement incorrect d'organiser des Jeux aujourd'hui ? En tout cas, du côté des opinions publiques travaillées par tout un tas d'activistes qui veulent utiliser le podium olympique pour faire connaître aussi les militances pour un certain nombre de droits nouveaux, oui, ça devient véritablement incorrect. Du côté du Comité international olympique, on a bien conscience que cette montée, et la FIFA aussi d'ailleurs, cette montée des demandes, plus tard, ouais. Voilà, et on imagine maintenant nouer des partenariats avec les syndicats, avec les ONG qui défendent les droits de l'homme dans le monde. Voilà, en même temps, le CIO est aussi en train de se rapprocher des ligues professionnelles américaines, parce qu'on a un combat des géants aujourd'hui. On joue sur 2 tableaux, là, clairement. On est sur 2 tableaux, peut-être même 3, parce que le monde sportif international, c'est largement la voûte olympique, mais il y a un autre modèle qui surgit, c'est le modèle des ligues professionnelles, qui n'est pas du tout construit sur les championnats, fédérations nationales, fédérations internationales. Et qui échappe, sauf erreur, à tout contrôle, notamment en matière de dopage, pour ne reprendre que les ligues professionnelles nord-américaines. Bien sûr, en matière de dopage, mais on voit aussi en hockey, par exemple, la NHL qui ne veut pas envoyer ses champions à Pyeongchang pour les prochains Jeux d'hiver. Donc il y a des décrochages qui s'opèrent. Le CIO est pris entre les opinions publiques, les États, démocratie d'une part, régime autoritaire d'autre part, et puis ces forces que sont les ligues professionnelles qui ont envie de déferler sur le monde en quelque sorte. Alors revenons à cette double candidature 2024 et 2028. On a des villes du monde occidental, s'il en est, Paris et Los Angeles. Est-ce qu'on examinera la question à la mi-juillet du côté du CIO? Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce qu'au fond, on peut les désigner ensemble, une pour 2024, une pour 2028, et puis comme ça l'affaire est réglée? Est-ce que c'est conforme à la charte olympique, Patrick Clastres? La FIFA a fait la même chose pour les Coupes du Monde de football. Elle a attribué 2 d'un coup, Qatar, Russie. Bon, la charte en soi, Thomas Bach le dit, n'empêche pas
de manière très formelle la double attribution, dans la mesure où le vote serait soumis à l'Assemblée générale des membres cooptés du CIO. Donc on reste à peu près dans la règle olympique, disons, mais c'est surtout éminemment stratégique et probablement bénéfique pour l'institution olympique parce qu'elle peut obtenir comme cela que des villes candidates reconnues à l'échelle mondiale comme représentant à la fois les grandes économies et les démocraties organisent les Jeux. Le CIO est tranquille jusqu'en 2028. 2032, les prochains Jeux, on verra ce qui va se passer. L'Inde est sur les rangs d'ailleurs, une nouvelle puissance qui émerge. 2032, moins 7 ans pour le temps d'organiser les Jeux. On est en 2025. Le CIO se donne de la marge pour réfléchir, pour aménager probablement les futures attributions. Donc c'est ce qui va se passer là, les 11 et 12 juillet prochains. On désignera quoi? Paris pour 2024, Los Angeles pour 2028, c'est ça, hein? Probablement Paris 2024, Los Angeles 2028. On sait que le président français sera à Lausanne d'ailleurs, pour en parler. Le président français sera à Lausanne. Donald Trump a reçu Thomas Barr à la Maison-Blanche à huis clos. Il n'a pas tweeté d'ailleurs, c'était il y a quelques jours. Donc ça n'a pas fuité. Ouais. Ça n'a pas fuité. Mais vous le savez. Ah mais on sait qu'il n'a pas tweeté, ça, oui, on ne sait pas ce qui s'est dit exactement, mais probablement c'est un accord qui s'est joué. On a vu quand même dans la même week-end Intel qui a remplacé McDonald's comme sponsor olympique. Les Américains ne contrôlent pas le sport international, mais ils contrôlent 80% du sponsorship olympique. Oui, et on sait que qui paie commande. Est-ce que vous partagez, Patrick Clastres, les propos de l'ancien directeur marketing du CIO qui s'appelle Michael Payne, pour qui le CIO, je le cite, affronte en réalité une véritable tempête. Le processus de candidature, a-t-il précisé, est devenu toxique. Est-ce qu'il est plus toxique encore que par le passé, ce processus? Il l'est devenu, bien sûr, dans la mesure où le choix finalement qui revient au CIO, c'est de choisir souvent entre deux régimes autoritaires. On l'a vu pour les Jeux d'hiver entre Pékin et Almaty, par exemple. On a vu l'épisode Sochi, on a vu l'épisode des Jeux de Pékin. Donc le CIO est mis en porte-à-faux vis-à-vis des opinions publiques occidentales. Les Jeux se déroulent dans des dictatures. Les ONG militantes pointent du doigt ce défaut de la cuirasse en quelque sorte, et le CIO a des effets retours négatifs. Donc aujourd'hui, il est plutôt dans une logique sur le modèle de la Fédération internationale d'athlétisme, non pas de mettre aux enchères l'attribution des Jeux olympiques, mais de contractualiser directement avec des villes qu'il imagine comme pouvant être candidates. Le CIO ira probablement les solliciter en leur disant, voilà, est-ce que vous voulez prendre les Jeux? On va contractualiser ensemble et il n'y aura plus cette foire d'empoigne en quelque sorte qui s'accompagnait de corruption aussi. Ce simulacre de démocratie, disait-on aussi par rapport au vote, non? Bien sûr, mais alors... Est-ce que ça n'a jamais été démocratique? On ne sait pas comment fonctionne l'institution exactement de l'intérieur. Les chercheurs sont bien en peine, les journalistes aussi. C'est devenu extrêmement complexe. Pendant la période de guerre froide, il y avait des blocs. Donc on votait par bloc, le bloc soviétique, le bloc américain, le bloc des Suds, puis la chute du mur. Il y a l'Afrique qui s'est invitée dans la Voilà, tout a volé en aussi. Éclats, et maintenant on a de nouvelles puissances, les grandes puissances pétrolières, la Russie et ses alliés, les puissances d'Asie du Sud-Est, et puis il y a des fédérations internationales maintenant qui adressent leurs propres représentants, il y a des athlètes. Bref, c'est devenu beaucoup plus mouvant, les mandats sont de plus courte durée, donc le président Thomas Barr a beaucoup de difficultés à contrôler l'ensemble. Il va fonctionner avec sa commission exécutive, sa garde rapprochée. D'ailleurs, les vice-présidents étaient tous opposés au principe de la double attribution. Alors, ça n'a jamais vraiment été très démocratique, vous nous dites, mais c'est encore moins démocratique aujourd'hui, encore moins transparent? Je ne dirais pas cela. Il y a quand même des efforts qui ont été réalisés par le CIO qui publie ses comptes financiers. C'est nouveau depuis Jacques Rogge, par exemple. Il y a la présence des journalistes lors des réunions, des sessions. Donc il y a une communication qui est organisée et un dialogue, mais en même temps, il y a des huis clos aussi, mais qui concernent toutes les institutions de toute façon. Celle-ci est très particulière parce que ses membres se cooptent et qu'on ne connaît pas véritablement les jeux de l'attribution des Jeux Olympiques, qui sont des enjeux considérables pour les pays. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du country-telling. Pour la Suisse aussi, c'est intéressant. On va y venir. Country-telling, là aussi j'apprends. C'est raconter, c'est le narratif autour d'un pays, voilà, c'est ça? C'est ce qu'a particulièrement réussi Londres en 2012, c'est-à-dire... Et Lillehammer aussi. Et Lillehammer aussi, c'est projeter une image de soi à l'échelle du monde, faire campagne pour grandir en quelque sorte son image. C'est un objet de communication considérable. Si la Suisse veut les Jeux Olympiques, c'est peut-être pour revitaliser son tourisme d'hiver, ce qui est compliqué, mais assurément, il vaut mieux s'en saisir pour
peut-être redorer le blason de la Suisse, faire que la Suisse montre une autre image au monde. Et là, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Ah bon, vous me tendez la perche, j'allais venir à Sion 2026, candidat à la candidature probablement. Alors quel serait le bon country-telling à propos de Sion 2026? Qu'est-ce qu'il faudrait raconter là autour? Vous êtes historien et universitaire, pas homme de marketing, mais il y a un coup à jouer là? Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer. De la même manière que la France est victime de bashing, la Suisse peut l'être aussi sur la question bancaire, sur tout un tas d'objets qui ont donné lieu à contestation. Je crois que c'est l'occasion pour la Suisse et les Suisses de montrer que c'est un pays extrêmement dynamique au plan économique, qui a des capacités de formation de sa jeunesse aussi assez exceptionnelles, qui a du bon vivre en Suisse. Voilà, et c'est pas simplement du chocolat et du boursicotage. C'est beaucoup plus que cela, la Suisse. C'est un lieu aussi qui est un lieu d'apaisement diplomatique. Bref, la Suisse a bien des arguments à vendre au-delà du tourisme hivernal. Mais après tout ce que vous venez de nous dire sur les processus olympiques, l'argent en jeu, etc., est-ce que vous êtes vraiment favorable à titre personnel, comme amoureux du sport, à l'organisation de Jeux olympiques en Suisse? Ça coûte très cher. Et comme vous l'avez dit, la neige n'est pas garantie. Est-ce qu'on ne prend pas un énorme risque à le faire là? Je pense que si c'est l'occasion de faire du country-telling en faveur de la Suisse à l'échelle mondiale, de réorienter ces grandes dynamiques économiques et aussi de tirer un trait d'union aussi avec la société, avec la jeunesse, pas simplement du marketing et de la communication, mais on se pose des questions, est-ce qu'on va mettre une 3e heure ou une 4e heure d'éducation physique dans les écoles alors que la jeunesse suisse pratique de moins en moins le sport? On est plutôt en train d'en enlever. Oui, et on est plutôt en train d'en enlever. Et puis à côté, on va financer des sommes colossales, on va mobiliser des sommes colossales pour une candidature olympique. Comment peut-on équilibrer les systèmes? Comment peut-on inclure aussi les populations? C'est pas simplement en leur vendant du marketing qu'on va mobiliser les Suisses autour de la candidature. Il faut vraiment associer les populations en amont, les faire co-construire le projet. Et les faire voter avant tout? Voter, ça relève, je pense, des autorités politiques. Ça sera peut-être compliqué à l'échelle intercantonale, mais en tout cas, sinon les faire voter, du moins leur faire co-construire l'événement. On voit la même chose avec les JOJ à Lausanne 2020. Jeux olympiques de la jeunesse. Les Jeux olympiques de la jeunesse, pour l'instant, c'est simplement un produit marketing. Il faut véritablement associer les jeunes, les étudiants à la co-construction de l'événement et pas simplement de la poudre olympique. Est-ce qu'on peut faire des jeux durables? Parce qu'on sait qu'il y a ce fameux agenda 2020. Quand on voit les installations de Rio, par exemple, 2016, qui sont à l'abandon. Quand on va à Turin aussi, c'était il y a 10 ans, tout est délabré, ça n'a jamais resservi, etc. etc. Sochi, est-ce qu'on peut conjuguer l'olympisme avec la durabilité? Est-ce que c'est pas un total miroir aux alouettes là? C'est un miroir aux alouettes, mais c'est lié aussi au contenu même du programme olympique, qui remonte à la fin du 19e siècle pour les Jeux d'été et à 1924 pour les Jeux d'hiver. D'ailleurs, les Jeux d'hiver à Chamonix en 24, suite ceux de Saint-Maurice en 28, c'était des jeux qui avaient été organisés par les sociétés hôtelières et les offices de tourisme. Le CO n'a fait que suivre, et contre le tourisme blanc qui était dominant dans les pays scandinaves. Les Jeux du Nord ont disparu et les Jeux d'hiver ont triomphé. Donc il y a là des enjeux considérables. Effectivement, il faut sûrement changer le programme olympique, éliminer un certain nombre de disciplines extrêmement coûteuses comme le bobsleigh, la luge, etc. Et peut-être songer à d'autres pratiques. Ce que le CIO réoriente, on va le voir avec Tokyo en 2020, c'est considérable. Des nouvelles disciplines, le surf, le skate, l'escalade, et puis aussi des compétitions mixtes. Je ne sais pas si vous avez vu, le relais homme-femme. C'est ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Éliminer le bobsleigh, vous n'y pensez pas quand même? Oui, mais de la même manière que la lutte ou l'escrime concerne des pourcentages infimes de la population, ce sont des héritages historiques. C'est dépassé. En tout cas, si on raisonne en termes de marketing, ça n'a aucune valeur marketing. Et si on raisonne en termes de pratiques réelles des jeunes aujourd'hui, ça ne les concerne pas. Donc autant valoriser les pratiques qu'ils aiment, qu'ils plébiscitent, et puis les amener à pratiquer davantage le sport, ce qui est devenu un enjeu de santé publique aujourd'hui.